Gloire au peuple vainqueur. Je vous félicite avec le grand jour de la victoire. Hurrah! Cette partie, c'est toujours incroyable quand tu entends tous ces militaires dire le hurrah. Ce hurrah Tu te fais peur, hein? des soldats présents sur cette place rouge, c'est un hurrah à la fois à la gloire. Bon, maintenant le décryptage va commencer et vous allez attendre notre fameuse Apolline de Malherbe. J'ai voulu laisser le discours de Poutine parce que c'est une référence pour pouvoir voir si déjà, on n'est pas sûr de que la traduction soit vraiment bonne parce que nous savons que les télés occidentaux préfèrent utiliser des mots qui vont dans leur sens plutôt que des réelles traductions. Et deuxièmement, nous allons pouvoir prendre ça en référence par rapport aux choses qu'ils vont dire après. Maintenant, je ne sais pas si, de ma part, je sais qu'Apolline de Malherbe n'est pas brillante, vraiment. Je ne sais pas si elle fait exprès de ne pas être brillante ou si c'est une posture qu'elle a. Je me souviens qu'à l'époque où cette télévision BFM TV était contrôlée par Drahi, c'était juste à rigoler les positions qu'elle voulait défendre et surtout quand elle s'attaquait à comment il s'appelle, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin l'a recadré, l'a humilié, l'a fouetté intellectuellement je ne sais pas combien de fois. Et donc ici c'est elle qui va essayer maintenant elle aussi de reprendre comme LCI, de vouloir faire la propagande. Depuis qu'il y a eu ce défilé, je ne suis pas allé voir les sujets qui ont été traités par LCI, peut-être que nous verrons ça plus tard, mais j'avais trouvé intéressant parce que j'étais tombé sur ça et je l'avais regardé en totalité. Et une fois de plus encore, écoutez, bon, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais écoutez bien les choses qui vont être dites ici encore, c'est catastrophique. Et surtout, la dernière partie va être très importante pour la prochaine vidéo. De la Russie, comme les derniers mots de Vladimir Poutine l'ont dit, mais c'est aussi un hurrah au chef, à Vladimir Poutine. C'est une mise en scène, bien sûr, et il faut comprendre que ce discours à la gloire des héros de 45, c'est aussi, et on le sent à demi-mot à la fin du discours de Vladimir Poutine, lorsqu'il dit « c'est notre grande tradition, c'est notre grand héritage, nous la transmettrons, nous allons nous appuyer sur cette force militaire, sur cette unité, dans nos objectifs stratégiques pour glorifier la grande Russie ». C'est ça qu'on doit entendre, c'est ça qu'on doit entendre ce matin, Elsa. Oui, il y a en fait un effet d'amalgame. Cette victoire de 45, appropriée par la Russie alors qu'elle fut celle de l'armée soviétique. Et cette victoire de 45, appropriée par la Russie, oui, mais les autres pays les autres pays de l'Union soviétique, 1, n'étaient pas aussi grandes que la Russie, 2, ont pris leur indépendance, 3, ne se réclament plus de l'Union soviétique, et 4, la Russie se réclame encore héritier de l'Union soviétique. Donc vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est son histoire. Et surtout quand vous allez les attendre ici, essayer de casser du sucre sur le dos de la Russie et de mentir sur le dos de la Russie, ils oublient tout le mensonge que eux, ils ont fait sur la colonisation, les biens de la colonisation, la France-Afrique, les biens de la France-Afrique, Macron, le Covid. Ils oublient tous les mensonges qu'ils ont fait, hein, et qu'on continue encore à découvrir la vérité. Mais écoutez-leur, comment ils parlent de la Russie. On aurait dit que eux, chez eux, ils ont des vrais dirigeants dignes de ce nom. Du peuple soviétique, elle devient la victoire à venir de la Russie actuelle et elle confère toute sa justesse, le côté du bien, où était alors l'armée soviétique, à la guerre actuelle en Ukraine. C'est extrêmement impressionnant et ça se veut comme tel. C'est évidemment l'objectif. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de chacun de vous pour précisément prendre ce recul absolument vital. Ah oui. Cette démonstration de force, c'est de la propagande. Aujourd'hui, oui, c'est une forme de propagande, il faut le dire. Encore une fois, le scénario est classique.
regardez qu'on retrouve aussi. On retrouve l'ex-ambassadeur de la France en Russie qui est le plus nul en termes d'analyse géopolitique que j'ai jamais vu. C'est peut-être pour ça qu'il officie plus sur LCI et qu'il est obligé de venir ici. Parce que franchement, c'était devenu ridicule à l'attendre parler de la Russie sur LCI. Et donc il est ici et bien sûr, je ne pense pas qu'il va livrer une analyse pertinente une fois de plus de ce que nous venons de voir ou de ce qui se passe. Ce défilé se déroule de la même manière chaque année, sauf qu'aujourd'hui, dans un contexte de guerre, il a évidemment une autre signification. Je crois que Poutine, dans son discours relativement bref, environ 15 minutes, se confirme comme un falsificateur de l'histoire. Elsa vient de le dire. On fait évidemment totalement l'impasse sur le pacte germano-soviétique. Ben oui, Poutine, c'est un falsificateur de l'histoire. Toutes les ambiguïtés qu'il y a sur les Américains, sur qui ont financé les Allemands, qui ont donné de l'argent aux Allemands, sur lequel on n'est jamais revenu, tout ça, c'est pas grave. Mais par contre, que Poutine veuille réclamer l'histoire de son pays et surtout veuille raconter l'histoire de ce pays de la perspective russe, ça c'est un problème. Mais que les Européens veulent raconter toutes les abominations qu'ils ont fait dans le monde avec leur œil à eux et leur perspective à eux, non. Là, par contre, c'est de la réelle histoire. Qui fait que l'URSS est entrée en guerre qu'en 1941, et donc on ne parle pas de ce qui s'est passé entre 1939 et 1941. C'est interdit, c'est sorti des livres d'histoire. C'est un falsificateur de l'histoire, et il l'est aussi lorsqu'il présente sa guerre en Ukraine comme la continuation de la guerre contre les nazis. Il n'y a plus de nazis. Il a à peine eu besoin de le dire. C'est-à-dire que voilà. Écoute-le, il a dit, il n'y a plus. Il a dit, il n'y a plus. Donc les banderas là, les gens là, de trucs là, on les a inventés. Donc la Russie est venue, les a inventés, les a sortis de nulle part. C'est vrai que c'est pas ces gens-là qui entourent Zelensky. C'est vrai que c'est pas ces gens-là qui entourent Zelensky. C'est pas ces gens-là qui ont contribué à créer les conditions pour que tout ceci s'enflamme. Et donc ici, il vaut peut-être mieux rappeler à cette personne-là la vérité, puisque la vérité ne fait jamais de mal. Est-ce que je l'ai encore l'épisode de Luc Ferry qui balance tout sur LCI? Voilà. Ça a quand même empêché Poutine d'aller jusqu'à Kiev. On a mis combien? 350 milliards de dollars d'armes. Je dirais pas pour rien. Ça a quand même empêché Poutine d'aller jusqu'à Kiev pour l'instant. Mais en tout cas, pour que l'Ukraine perde la guerre et que l'Union européenne perde une guerre qu'elle n'a pas menée. Effectivement, voilà. Mais ferait partie de peut-être une position dans le cadre d'une cessation des hostilités. Là encore, c'est aussi extrêmement flou. Mais c'est très très flou. Donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass. Voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2000. La tête de la journaliste, elle vaut toujours son pesant d'or. Dès qu'il a lâché ça, vous avez vu son regard, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est pas ça qu'il fallait dire. 2014, une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors, je sais que ça ne plaît pas à mes copains moralistes, parce que de toute façon, il faut dire que Poutine, c'est Hitler. Mais non, Poutine, c'est pas Hitler. Poutine, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui assassine ses opposants, c'est un KGBiste qui n'a pas digéré la mort du communiste, tout ça est vrai. C'est pas un homme sympathique, c'est une évidence. Voilà. Donc, on va passer sur la charge sur Poutine, et puis, on va aller là où il a enfoncé le clou.
Là où il a enfoncé le clou, je crois que c'est... de Poutine vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine... Voilà, je crois que c'était ici. Non négligeable dans cette guerre. Oui. Cette qui est énoncée sur LCI. Aujourd'hui, si vous considérez que les Ukrainiens ont une part de responsabilité non négligeable dans cette guerre, comment se fait-il que Vladimir Poutine puisse être encore poursuivi par la Cour pénale internationale? Quelle est votre pour les crimes de guerre, mais les crimes de guerre dans la guerre du Donbass, il y a eu plein de crimes de guerre. Mais aussi. Donc il faudrait poursuivre les Ukrainiens également. Écoutez, moi je suis pas pour que, vous savez, les guerres sans crimes de guerre, j'en connais pas. Maintenant, il est clair que ma question, c'est est-ce que je vous y réponds. La guerre du Donbass, elle commence en 2014. On est d'accord. Elle est déclenchée par Poroshenko en 2014, qui mobilise 10 milices privées parce qu'ils n'ont plus d'armée. Ils ont rendu l'armée à la Russie en 91, au moment de l'indépendance de l'Ukraine. Et donc, ils mobilisent 10 milices privées pour aller massacrer les russophones du Donbass. Et il est évident que cette guerre du Donbass, regardez même Wikipédia, si ça vous suffit, il y a pratiquement 15 000 morts, il y a 6 000 civils qui sont assassinés par les milices ukrainiennes. Il est évident que c'est le point de départ de cette guerre. J'y peux rien, c'est factuel, c'est pas de ma faute. Hein. Maintenant, ce que je pense qui est très dangereux, c'est pour ça que Trump n'y arrive pas, et c'est là qu'il est en train vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine, c'est pas simplement de prendre militairement Kiev, ça je n'y crois pas beaucoup, mais c'est de prendre politiquement Kiev. Tant que Zelensky sera là-bas, la guerre continuera. Luc Ferry. Voilà. Donc, ces milices-là, dont Luc Ferry fait référence, d'où pensez-vous qu'ils viennent? Ce sont des milices qui n'ont rien à voir avec ce conflit, ou ce sont des milices qui ont tout à voir avec ce conflit dont Poutine fait référence? Et je voulais mettre ça parce qu'à chaque fois qu'on écoute ce monsieur, Claude Blanche-Maison, franchement, il est catastrophique. Il est catastrophique. Et surtout, c'est ce qui me tue le plus, c'est la proportion ces gens qui interviennent sur les médias occidentaux à mentir. Je ne dis pas autre chose, à mentir. Si encore ils avaient le courage de Luc Ferry, de au moins en dire en partie la vérité, ça ne poserait pas problème, puisqu'il y a des choses que Luc Ferry disent aussi qui sont contestables. Mais leur proportion à mentir, c'est juste effarant. C'est ça qui est quand même assez inouï, c'est qu'au fond, ça transpire tellement dans sa démonstration de force qu'il n'a même pas eu besoin d'insister sur les parallèles, comme s'ils étaient évidents. Et je voudrais tout de suite qu'on interroge Paul Gogo, que l'on va retrouver en direct depuis la place Rouge. Paul Gogo, vous avez donc assisté depuis Moscou à cette démonstration, ce défilé, le discours de Vladimir Poutine. Paul Gogo, qui se veut évidemment une sorte de justification de l'action de la Russie aujourd'hui. Oui, exactement. C'est toujours en fait passionnant à écouter ce genre de discours parce que en quelques minutes, vous avez le résumé de toute la rhétorique du Kremlin qui sert à justifier notamment la guerre en Ukraine en ce moment. Oui, il y a des termes que j'ai retenus. Déjà, nous sommes héritiers des vainqueurs. Ça, c'est un lien direct qui est fait entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Ukraine. Parce que c'est à ça que Vladimir Poutine travaille depuis quelques jours. C'est à ça que servent ces commémorations du 9 mai, faire un lien entre les deux guerres pour mobiliser la population. Parce que cette population, aujourd'hui, il faut bien le comprendre en Russie, il y a beaucoup d'émotions. Quasiment tous les Russes ont perdu des proches pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une journée très particulière et sincèrement triste pour les Russes. Et donc le Kremlin, aujourd'hui, utilise sa parade militaire pour s'appuyer sur cette émotion et créer un lien avec cette guerre en Ukraine. Et puis... Ces gens-là parlent de cette commémoration des Russes comme si c'était quelque chose de contextuel, comme si c'était quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui est fait depuis des années. Et c'est une occasion spéciale puisque c'est la 80e. Donc, quoi de plus normal que les choses soient faites pour que ceux qui vont rendre hommage, et comme il le dit, à leur arrière-grand-père, grand-père, ne sentent pas que c'est une journée spéciale. Je n'arrive pas à comprendre l'approche des Occidentaux quand ils parlent. Et eux, ils pensent que les gens, ils sont tristes là où leurs grands-pères ont été des héros. Quand
vous sortez de ce que ces gens-là disent et que vous regardez les quelques Russes qu'on a interrogés dans la rue, ils ne sont pas tristes. La plupart même emmènent leurs enfants pour que leurs enfants prennent conscience de leur histoire et que leurs enfants soient conscients de ce qu'il faut pour que leur pays reste là où elle est, ou continue à aller de l'avant. Il y avait le reportage d'une dame qui était avec son fils, je ne sais pas si dans les images quand on va sortir de ça, si je les verrai ou pas, qui disait que son fils devait participer à ça, voir ça, pour qu'il soit parmi les futurs hommes qui protégeront et qui se battront pour la Russie. Et le fils, il disait oui. C'est qu'il n'est plus du tout l'approche qu'ont les Occidentaux du souvenir de cette guerre. Puisque je ne pense pas qu'il y ait des parents en Occident, ou même qu'il y ait des enfants en Occident, qui se disent ben, moi, je vais être prêt à défendre mon pays la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette culture. Les dirigeants, déjà, eux-mêmes sont des voleurs, ne se battent pas pour leur pays. Et donc, pourquoi les gens voudraient aller mourir pour des dirigeants qui ne se battent pas pour les biens de leur pays? On peut traiter Poutine de ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais sans Poutine, et ça, c'est les Russes qui le savent, c'est les Russes qui le considèrent, la Russie ne serait pas ce qu'elle est là. Sans Poutine, les Russes ne vivraient pas comme ils vivent là. Puis, bien sûr, il y a cette liste, finalement, des raisons pour lesquelles le président aurait, selon lui, bien sûr, sa rhétorique, envoyer des hommes en Ukraine, protéger le territoire, la culture, les valeurs traditionnelles. Ça correspond à ce qu'on entend, à ce qu'on voit depuis quelques années avec un président russe qui considère désormais, après avoir combattu l'OTAN en Ukraine, après avoir combattu les néo-nazis ukrainiens, finalement, il considère qu'il combat aujourd'hui les LGBT en Ukraine. Ça peut paraître... Excusez-moi de rire, mais ça c'est sérieux. À quel moment vous avez attendu Vladimir Poutine parler des LGBT? La première dit que on reprend l'histoire de la Russie, on la falsifie. Le deuxième dit que Vladimir Poutine ment sur le fait qu'il y aurait des nazis en Ukraine. Luc Ferry vous dit qu'il y a eu des milices qui ont contribué à créer ce conflit et qui sont toujours là et qui ont mis Zelensky en place et donc Zelensky doit sauter. Et ici, vous avez le pompon, la cerise sur le McDo qui vient vous dire que Poutine maintenant, il ne combat plus l'Ukraine, il ne combat plus les milices qui veulent enlever en place, il ne combat plus Zelensky qui trouve illégitime et qui voudrait voir partir. Non, il s'intéresse aux LGBT. Étrange de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le discours au quotidien de Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'il a utilisé ce terme des valeurs traditionnelles. Il a dit c'est le discours au quotidien de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui est l'un des dirigeants occidentaux qui s'expriment le moins sur ce conflit en Ukraine, mais il voudrait s'exprimer sur les LGBT. Non, il a vu la défiance de l'Occident, la déviance de l'Occident. Il voit là où l'Occident est en train d'aller et il ne veut pas ça pour son pays. Et même les États-Unis sont en train de prendre un virage par rapport aux LGBT. Je ne dis pas qu'on doit revenir sur le fait que les gens, selon leurs acquaintances sexuelles, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais sur tout le reste qui a été mis en place, les États-Unis sont en train de revenir dessus. Et donc pourquoi la Russie, qui n'a même jamais été pour ce genre de choses-là, ne va pas s'en prévenir? C'est incroyable. À protéger dans le Donbass. Ensuite, il y a la déformation de la vérité. Ça, c'est très important parce que ça fait un lien avec la visite du président chinois à Moscou. Les deux présidents ont décidé de se mettre d'accord, de discuter ensemble d'une seule et même vision de la Seconde Guerre, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette vision, elle est totalement réécrite. Et ce 9 mai aujourd'hui, c'est finalement la journée de la réécriture de l'histoire. C'est la piqûre annuelle pour les Russes, pour la population russe, du patriotisme, du nationalisme, mais aussi de cette réécriture de l'histoire. Réécriture de l'histoire, vous l'avez bien compris, dans laquelle la Russie et les soviétiques, de manière générale, ont eu le rôle le plus important, voire quasiment le seul rôle déterminant durant cette Seconde Guerre mondiale. Ah bon? Et vous pouvez me dire quelle autre nation, parmi les nations occidentaux, ont perdu le plus
de personnes dans ce conflit que les Russes. Si les Allemands n'ont plus été en mesure de pouvoir assurer tous les fronts qu'ils avaient, n'est-ce pas à cause de l'acharnement qu'ils ont mis à vouloir soi-disant s'emparer de la Russie? Ils ont voulu échouer là où différents conquérants européens s'y sont cassés les dents avant, et eux aussi s'y sont cassés les dents. N'est-ce pas les Russes qui sont arrivés jusqu'en Allemagne, je crois même qu'ils sont arrivés en premier, n'est-ce pas les Russes qui ont voulu tempérer l'hégémonie américaine en donnant une place à la France à la table du Conseil de sécurité? On nous bassine tout le temps avec soi-disant le débarquement. Mais le débarquement, concrètement, nous savons que ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé à Stalingrad. L'inversion du front, pour qu'elle puisse avoir lieu, il a fallu des sacrifices beaucoup plus grands que ce qui a été fait pour le débarquement, non? Nous devons juste accepter ce que les Occidentaux nous racontent tout le temps, ou doit-on maintenant commencer à avoir un regard critique, non seulement vis-à-vis de ce que la Russie dit maintenant de cette guerre, et vis-à-vis de ce que les Occidentaux disent de cette guerre. Et vous voyez maintenant que nous sommes en train de rentrer dans un monde multipolaire, eh bien, le récit qui s'était imposé à travers Hollywood, les Européens, les Américains, est en train de s'effriter. Aujourd'hui, maintenant, ils sont les premiers à réclamer que les Russes tentent de réécrire les choses. Mais maintenant, parce qu'ils disent ça, on est aussi en mesure, si on doit vérifier du côté des Russes, de vérifier de leur côté. Nous savons déjà que du côté de la France, c'est la catastrophe, puisque nous savons que ceux qui ont contribué majoritairement à libérer les Français et ceux qui sont leurs colonies ont été escroqués dans l'affaire. Et même qu'ils ont massacré les Sénégalais qui réclamaient leur solde. Jusqu'à encore peu, cette histoire était enterrée. Donc c'est en ça que ce défilé est important. Et puis je terminerai sur ces mots que Vladimir Poutine a utilisés. La vérité, la justice sont de notre côté. Et ça, ce sont quasiment des slogans pour l'armée russe aujourd'hui. Considérer que la vérité, elle est en Russie et elle n'est pas en Occident. Merci beaucoup Paul Gogo, donc en direct de Moscou. On reviendra vous voir dans un instant. Vous parliez effectivement de la douleur que c'est pour les Russes, et il faut évidemment redire que l'Union soviétique avait subi des pertes humaines considérables pendant la Seconde Guerre mondiale, même si le nombre exact a été lui-même a été revu progressivement à la hausse, jusqu'à revendiquer aujourd'hui 27 millions de morts par Vladimir Poutine. C'est ce qu'il dit de ce moment de la Seconde Guerre mondiale. Un mot tout de suite aussi sur la phrase qui a été prononcée par Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, qui a laissé entendre que l'ensemble de la Russie soutenait l'offensive en Ukraine. Oui, absolument pas vrai, mais c'est très important de faire fond sur ce sentiment patriotique pour essayer de penser les plaies de la société russe qui est très divisée. Ces divisions ne se manifestent pas comme dans une démocratie. Évidemment, qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui en Russie en manifestant contre la guerre, mais il y a au moins 20 000 personnes qui ont été arrêtées, jugées, incarcérées. Il y a les Russes qui sont partis, qui ont voté avec leurs pieds, notamment les jeunes Russes. Et effectivement, la population russe qui reste en Russie, eh bien, elle est peut-être plus encline à adhérer, en tout cas au souvenir de cette grande victoire, parce qu'elle a des parents directs qui ont participé. Elle a perdu un père, elle a perdu un oncle. Et puis, souvent, avec cette période soviétique, ce qui est recherché, c'est la gloire et la grandeur. Voilà. Donc, prenez les mots qui ont été dits par cette femme et dites-moi maintenant en quoi son analyse est importante. Et elle aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'on la voit de moins en moins sur LCI. Bon, il y a toujours Alda ou Olda, l'hystérique de LCI qui est toujours là. Mais écoutez à quel point c'est insignifiant ce qu'elle vient de dire. Vladimir Poutine dit qu'il y a une majorité, il y a la totalité du pays qui est pour lui, pour la guerre. Elle dit c'est pas vrai. Bon, la totalité du pays, c'est pas la totalité des Russes. Faut que je me trompe. Parce que quand elle commence à décortiquer soi-disant les opposants, elle dit 20 000 personnes qui ont été arrêtées. Donc 20 000 personnes, déjà sur 1 million, 20 000 personnes,
c'est, je crois, 2% de la société. Si 98% de la société sont pour 2% de la société, est-ce un problème? Est-ce cela qui remet en cause la phrase que la totalité de la population est pour cette guerre? Ensuite, passons. Elle dit les Russes qui ont quitté le pays ont voté avec leurs pieds. Mais les Russes qui ont quitté leur pays, est-ce qu'on a fait référence à eux? Et ensuite, elle dit la population qui est en place est plus encline à accepter cela parce qu'ils ont perdu des gens. Et c'est là que vous voyez que ces gens-là ne réfléchissent qu'en termes de mondialistes. Eux, leur référence, c'est des mondialistes. Les mondialistes ne réfléchissent pas à partir de nationalité, ils réfléchissent à partir d'un privilège, de leur cadre de vie. C'est pour cela, ils sont partout, ces mondialistes. Ils sont aussi bien en Afrique, aux États-Unis, en France, ils sont partout. Ils pensent toutes la même chose parce qu'ils défendent leurs intérêts. Ils pensent d'abord à travers leurs intérêts. Je ne dis pas que parmi les privilégiés du mondialiste, il n'y a pas des nationalistes, bien sûr. Mais tous ces dont on retrouve soi-disant ces opposants, ces gens qui sont contraires à Poutine, c'est des gens qui ont été biberonnés aux valeurs occidentaux. Ils ne peuvent plus être en accord avec les valeurs de leur pays. Donc, ils considèrent que celui qui dirige leur pays n'est pas démocratique ou n'est pas ce qu'eux, ils souhaitent pour leur pays. Mais concrètement, ces gens-là, si tu lui laisses le pays, tu retrouveras le pays dans un plus sale état que tu ne l'as laissé parce qu'une fois au pouvoir, ils commencent à réfléchir par rapport à leurs intérêts et aux intérêts de leurs amis et non pas aux intérêts de tout le monde. Et donc, ce sont ces gens-là qui, la plupart du temps, contestent le pouvoir en place. Et donc, ce que je dis là peut aussi être plus ou moins appliqué à moi-même, sauf que moi, je m'oppose à ce qui se passe en France et je m'oppose à ce qui se passe au Congo parce que je suis à la base un membre, non pas de mondialiste privilégié de mon pays ou de la France. Je suis quelqu'un qui maintenant peut-être accède au statut de privilégié, mais avec un passé de classe moyenne ou de classe pauvre, et en France et au Congo. Et donc je défends d'abord les intérêts de mon pays. Je défends les intérêts des Congolais. Et je défends les intérêts des Français. Et non pas de l'élite française ou de l'élite congolaise. Et c'est la plupart du temps ce qui me vaut des problèmes particulièrement avec les Congolais. Parce que ceux qui viennent m'attaquer ici sur la défense du Congo, ce sont parce que eux profitent du gouvernance actuelle du Congo. Ils ont intérêt à ce que le Congo soit gouverné par ces gens-là. Moi, je n'ai aucun intérêt que le Congo soit gouverné par ces gens-là ou pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que le Congo soit bien gouverné. Comme je n'ai aucun intérêt que par Macron gouverne la France ou pas, tout ce qui m'intéresse, c'est que la France soit bien dirigée. Que les gens comme moi qui vivent en France puissent se sentir à l'aise en France, sans tomber dans tous les travers auxquels la France est en train de tomber actuellement. Et donc cette personne, vous voyez bien que son discours est hors sol. Vladimir Poutine parle des Russes. Il dit que la totalité du pays, pas des Russes dehors, la totalité du pays. Si tu te considères comme Russe de l'étranger, à quel moment tu es dans le pays? Et donc, je voulais qu'on commente ce défilé parce que c'était différent de LCI, parce que LCI, ça commence à vous faire mal à la tête pour certains d'entre vous et vous n'en êtes pas content. Et donc, je voulais que l'on commente ce discours. Je voulais que l'on voit comment il voit ce discours. Maintenant, nous allons commenter quelque chose de très important. C'est la description de l'ambiance qu'il y avait pendant cette cérémonie.